Je ne me serais jamais permis de coucher sur le papier l'affaire que mon ami Sherlock Holmes baptisa l'affaire du fauteuil de la serre si plusieurs des personnes qui y furent mêlées ne reposaient pas désormais au cimetière. Ces événements remontent à une époque où nous habitions encore le 221 B de Baker Street et où le brouillard londonien se faufilait jusque sous la porte de notre salon. Ce matin-là, je lisais distraitement le journal près du feu tandis que Holmes, étendu sur le canapé, contemplait le plafond avec cette apparente oisiveté qui, chez lui, annonçait souvent une grande activité intérieure. La pluie frappait doucement les vitres et le grondement lointain des fiacres se mêlait au crépitement du charbon. Je me souviens que je m'apprêtais à lancer à mon ami une banalité sur la tristesse de la saison lorsque l'on frappa à la porte de l'appartement. On vous demande, monsieur Holmes, une jeune dame qui paraît fort agitée. La voix de madame Hudson avait ce léger tremblement que je lui connaissais lorsqu'une visite sortait de l'ordinaire. Faites-la entrer, je vous prie. Holmes s'était redressé avec la rapidité d'un ressort et ses yeux gris s'étaient soudain animés d'un vif éclat. Quelques instants plus tard, une jeune femme, mince et très pâle, entra dans notre salon, les gants encore humides de la pluie et le voile légèrement relevé sur un visage marqué par l'inquiétude. Elle jeta autour d'elle un regard rapide, comme pour s'assurer qu'elle pouvait se fier à nous. Puis ses yeux se posèrent sur Holmes, qui s'était déjà incliné avec cette politesse réservée qui témoignait aux personnes en détresse. Je vous en prie, mademoiselle, prenez ce fauteuil près du feu et dites-nous en quoi nous pouvons vous être utiles. Je me nomme Violet Reed, monsieur, et je viens de Licourt, dans le Kent, où il vient de se produire une chose affreuse. Sa voix, quoique maîtrisée, trahissait la fatigue d'une nuit sans sommeil. Vous avez bien fait de venir jusqu'à Baker Street, mademoiselle Reed, et je vous assure que rien de ce que vous nous confierez ne sortira de cette pièce sans votre consentement. Parlez donc librement. Hier matin, monsieur, mon maître, Sir Adrian Lee, a été presque tué dans la serre du domaine, et la police affirme qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Ils ont déjà arrêté le jardinier, John Feltham, et l'ont dit dans la maison qu'il sera bientôt pendu. Pourtant, c'est moi qui l'ai vu le dernier dans la serre, et j'ai l'impression que mon témoignage a été mal compris. Elle joignit les mains sur son réticule, comme pour y chercher un courage supplémentaire. Vous êtes donc le principal témoin des faits, mademoiselle. On me répète cela à longueur de journée, monsieur, et c'est précisément ce qui m'effraie, car je ne suis plus certaine de ce que j'ai réellement vu. Je vous prie de reprendre les choses depuis le début et de nous exposer la situation de Licourt ainsi que les événements de la veille dans l'ordre le plus exact possible. Je notai le léger balancement du menton de Holmes, ce signe familier qui indiquait qu'il accordait déjà au récit une attention totale. Sir Adrian est un ancien juge, monsieur, un homme dur et respecté, qui gouverne sa maison aussi sévèrement qu'il le faisait jadis avec le tribunal. Il a épousé en seconde noces Lady Margaret, qu'il est d'une santé fragile, et je suis au service de celle-ci en tant que demoiselle de compagnie. Depuis quelques mois, la santé de Sir Adrian décline, et il passe une grande partie de son temps dans la serre, qu'il affectionne particulièrement. On y a installé pour lui un grand fauteuil de rotin monté sur de petites roulettes, afin qu'il puisse être rapproché des plantes, qu'il aime sans se fatiguer. Je voyais déjà, en imagination, la silhouette sévère de l'ancien magistrat trônant au milieu de ses orchidées, comme un juge au milieu de ses dossiers. Hier matin, j'accompagnais Lady Margaret jusqu'aux portes de la serre, car elle avait l'intention de parler à son mari. Mais au dernier moment, elle a hésité, puis elle m'a prié de la laisser seule dans le couloir vitré qui l'y mène, sous prétexte qu'elle se sentait faible. Je me suis donc éloignée de quelques pas, et c'est alors que j'ai aperçu, par la porte entrebâillée de la serre, la silhouette de John Feltham près du fauteuil de Sir Adrian. Il se tenait penché vers lui, comme s'il arrangeait quelque chose, puis il a tourné la tête et je l'ai vu s'éloigner en hâte. Avez-vous vu le visage de l'homme à ce moment précis? Non, monsieur, c'est ce qui me trouble. Je n'ai distingué que sa taille et son manteau de travail, car je regardais à travers le verre embué, et la lumière était étrange. Quelques minutes plus tard, Lady Margaret a poussé un cri, et nous avons accouru pour trouver Sir Adrian affaissé dans son fauteuil, le visage déformé par une sorte de convulsion. L'air de la serre était irritant, il y flottait une odeur âcre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je sentis un frisson parcourir mon échine, souvenir sans doute de certains champs de bataille où l'on avait également respiré des vapeurs dangereuses.
Le médecin du village a été appelé, il a parlé d'un empoisonnement par des émanations, et bientôt on a découvert sur la petite table de la serre plusieurs flacons de produits chimiques. Comme j'avais dit avoir vu Felton sortir de la serre, la police en a conclu qu'il avait préparé quelques mélanges mortels pour se venger de Sir Adrien, qu'il avait menacé de le congédier. Ce jardinier avait-il des raisons sérieuses de haïr son maître? Il se plaignait de son salaire, monsieur, et il y a eu quelques disputes, mais je ne l'ai jamais entendu proférer de menaces. Il adore les plantes, il parle à ses rosiers comme à des amis. Vous avez mentionné que l'air de la serre avait une odeur inhabituelle. Oui, monsieur, une odeur piquante qui brûlait la gorge, mais le médecin et la police disent que c'est la preuve même du crime. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser à un détail que personne n'a jugé digne d'intérêt. Et quel est ce détail, mademoiselle? Le fauteuil de Sir Adrien n'était pas à sa place habituelle, monsieur. Il avait été déplacé tout près d'un massif de plantes vénéneuses, et l'une des petites fenêtres du haut était déjà entr'ouverte lorsque je suis passé près de la serre. Or, je sais que Sir Adrien ne supporte pas le moindre courant d'air, et il exige que ses fenêtres restent fermées. Les mains de la jeune femme se crispèrent davantage, et je lus dans ses yeux une angoisse profonde à l'idée que son témoignage incomplet avait pu conduire un innocent vers la potence. Vous avez donc le sentiment que l'on a tiré de vos observations plus que vous n'y aviez mis vous-même? C'est exactement cela, monsieur. On me répète que j'ai vu Felton près du fauteuil, et que j'ai senti l'odeur, et l'on en conclut qu'il est coupable. Mais mon cœur se refuse à l'admettre. La police de Londres est-elle mêlée à l'affaire ou seulement les autorités du comté? Un inspecteur venu de Londres est arrivé hier soir, monsieur. Il se nomme Lestrade, je crois. Je ne pus m'empêcher de sourire en entendant ce nom familier. Holmes eut ce léger mouvement de lèvres qui, chez lui, donnait lieu de rire. Voilà qui devient intéressant, Watson. Je crois que l'on nous offre là une occasion de rendre service à la justice tout en observant un cas digne d'étude. Une lueur joyeuse brillait à présent dans ses yeux, signe évident qu'il avait déjà accepté l'affaire. Mademoiselle Reed, si je me rends à Licourt, accepteriez-vous de me fournir toutes les précisions dont j'aurais besoin et de répéter devant moi exactement ce que vous avez vu et senti? Je ferai tout ce que vous me demanderez, monsieur, si cela peut sauver un innocent et rétablir la vérité. Wotton, si vous n'avez pas rendez-vous avec un patient moribond, je vous propose de prendre le train de midi pour le Kent. Je n'avais ce jour-là qu'une visite sans importance prévue pour l'après-midi, et je n'hésitais pas une seconde. L'appel de l'aventure, chez moi, l'emporte volontiers sur la routine du cabinet médical. J'acquiesçai donc avec empressement. Miss Reed nous quitta après que Holmes lui eut indiqué l'heure à laquelle nous arriverions à la petite gare la plus proche de Licourt. Lorsqu'elle eut disparu dans l'escalier, Madame Hudson revint ramasser les tasses de thé restées sur la table. Encore une pauvre âme en détresse, monsieur Holmes. J'espère que vous pourrez l'aider. Nous ferons ce que nous pourrons, Madame Hudson, comme toujours. Peu après, nous étions en route pour la gare de Charing Cross, emmitouflés dans nos manteaux, tandis que le fiacre se ferait un passage dans les rues humides. Dans le compartiment du train qui nous emportait vers le Kent, Holmes demeura silencieux pendant un long moment, les doigts réunis en forme de clocher devant son visage maigre. Je finis par rompre le silence. Je lui fis remarquer que l'affaire semblait, au premier abord, assez simple, un maître sévère, un domestique mécontent, des produits chimiques dans une serre. Mon cher Wotton, rien n'est jamais aussi simple que le premier récit le laisse entendre. Remarquez les nuances dans les paroles de Mademoiselle Reed, elles valent plus que bien des rapports officiels. Elle insiste sur les limites de son témoignage, sur la position inhabituelle du fauteuil, sur la fenêtre ouverte, autant de faits qui ne cadrent pas parfaitement avec la version commode d'un domestique criminel. Ajoutez à cela le caractère de Sir Adrien, ancien juge habitué à condamner, et la présence de Lady Margaret, femme fragile vivant sous ce joug, et vous obtenez une combinaison humaine qui mérite que l'on s'y intéresse. Je lui fis remarquer que la police avait pourtant trouvé des flacons suspects et relevé une odeur qui évoquait un mélange toxique. Les flacons et les odeurs ne déclarent pas par eux-mêmes qui les a disposés, Wotton. Vous verrez que la question ne sera pas de savoir s'il y a eu un dispositif chimique, mais qui l'a conçu, et dans quel esprit.
Nous poursuivîmes ainsi notre conversation tandis que la campagne défilait derrière la vitre, mouillée par une pluie oblique. Vers le milieu de l'après-midi, le train s'arrêta dans une petite gare à l'abri d'un bosquet d'arbres noirs et nous aperçûmes sur le quai la silhouette de mademoiselle Reed qui nous attendait. Merci d'être venus si vite, messieurs. On vous a préparé une voiture pour vous conduire à l'écour. Nous montâmes dans un vieux break tiré par 2 chevaux robustes, et le chemin de terre qui menait au domaine nous offrit cette mélancolie particulière des paysages anglais sous la pluie. L'écour apparut enfin, vaste bâtisse de pierres sombres entourée de cèdres, avec, sur le côté, la silhouette arrondie d'une serre vitrée qui se détachait comme une bulle de verre dans la grisaille. À notre arrivée sous le porche, un homme mince, au visage anguleux, vint à notre rencontre. « Ah, Holmes, je me doutais bien que je finirais par vous voir arriver. » C'était l'inspecteur Lestrade, de Scotland Yard, que nous avions déjà croisé en bien des circonstances. Vous voyez, Lestrade, vous n'êtes jamais tout à fait débarrassé de moi. Tant que vous restez du bon côté de la loi, je m'en accommoderai, monsieur Holmes. Quant à cette affaire, elle est à vrai dire déjà fort avancée. Permettez cependant que je l'examine de mon propre œil avant que vous ne la classiez définitivement. Je n'y vois pas d'objection, surtout si cela peut renforcer le dossier contre ce jardinier. Nous fûmes introduits dans un vaste hall où flambait un grand feu, puis l'on nous mena dans un petit salon où un plateau de thé avait été préparé. Sir Adrien se remet dans sa chambre, il respire encore, ce qui ne l'empêche pas de faire sentir son autorité à tout le monde. Lady Margaret est trop bouleversée pour vous recevoir pour l'instant, dit-on, mais vous pourrez voir la serre autant que vous le voudrez. Je souhaite d'abord entendre, en votre présence, le récit de mademoiselle Reed, afin que nous soyons d'accord sur les faits. Miss Reed répéta alors, devant Lestrade, ce qu'elle nous avait confié à Baker Street, mais cette fois Holmes l'interrompit parfois pour lui demander des précisions supplémentaires sur la lumière, la position de ses mains, la distance qui la séparait de la porte. L'inspecteur montra quelques signes d'impatience, mais il se garda de commentaires. Tout cela concorde avec ce que j'ai déjà recueilli, monsieur Holmes. Le jardinier a été vu près du fauteuil, des produits ont été trouvés, le médecin affirme qu'il y a inhalation de vapeur nocive, le reste n'est que littérature. Il y a littérature et littérature, Lestrade, et je ne sache pas que la vôtre soit toujours exempte de lacunes. Holmes prononça ces mots avec un sourire si aimable que l'inspecteur ne put les prendre pour une insulte ouverte. Conduisez-nous donc à cette fameuse serre. Accompagnés de Lestrade et de mademoiselle Reed, nous traversâmes un couloir vitré qui menait à la construction de verre. Dès la porte franchie, je fus frappé par la chaleur humide qui régnait dans la serre et par le mélange puissant de parfums, certains agréables, d'autres presque écœurants. Au centre, sur un sol dallé, se trouvait le grand fauteuil de rotin dont nous avait parlé notre jeune informatrice, et près de lui une petite table sur laquelle s'alignaient des flacons, des pots, des instruments de jardinage. Holmes fit le tour de la pièce, touchant ici une feuille, examinant là une tige, puis il s'arrêta près du fauteuil. Voilà donc le siège de l'ancien juge, le trône domestique d'un homme qui a condamné plus d'un malheureux. Il se pencha pour examiner les accoudoirs, les jonctions du rotin, les petites roues fixées aux pieds. Je le vis passer le doigt dans une rainure et l'approcher de son nez. Intéressant. Il déplaça ensuite légèrement la petite table, observa les traces laissées sur le dallage par les roues et se tourna vers la rangée de plantes vénéneuses qui se trouvait à proximité. Il examina l'une des feuilles, dont la base semblait comme roussie, puis leva les yeux vers les petites fenêtres placées en hauteur. Remarquez, Wotton, cette fenêtre entr'ouverte, qui ne l'est pas tout à fait comme les autres. Je distinguai en effet qu'une petite vitre en losange était légèrement décalée, laissant passer un mince filet d'air. Dites-moi, Lestrade, qui a rangé ses flacons sur la table après l'incident. Le docteur Halliday en a déplacé certains pour les examiner, puis les domestiques ont remis un peu d'ordre, mais rien d'essentiel n'a été touché, du moins autant que je puisse en juger. Vous savez que dans ce genre d'affaires, l'essentiel est parfois logé dans ce qui semble insignifiant. Je m'attendais à cette remarque, monsieur Holmes. Holmes se tourna vers mademoiselle Reed. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, vous placer exactement à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez aperçu l'homme près du fauteuil.
Elle se posta dans le couloir vitré, à quelque distance de la porte, et nous la vîmes regarder à l'intérieur par le même angle qu'auparavant. D'ici, monsieur, je voyais surtout le côté du fauteuil et la silhouette de l'homme penché. La buée sur la vitre et la lumière de la serre me gênaient beaucoup. Watson, placez-vous donc près du fauteuil, comme l'aurait fait le jardinier, et inclinez-vous vers les accoudoirs. Je m'exécutai et je pris la pose indiquée par mon ami. Holmes demanda alors à mademoiselle Reed ce qu'elle voyait. De là où je suis, monsieur, je distingue surtout votre manteau et vos épaules. Je ne pourrais pas dire avec certitude qui vous êtes. Vous entendez, Lestrade, elle ne pourrait pas même vous distinguer de moi à cette distance. Il est vrai que la visibilité n'est pas parfaite, mais le jardinier a reconnu être entré ici peu avant le drame. Otfay n'est pas tué, mon cher. Holmes se remit à explorer la serre, mais cette fois avec une attention particulière pour les rails sur lesquels glissait le fauteuil, pour la disposition des plantes par rapport à celui-ci, et pour l'état du dallage. Il s'agenouilla pour examiner une tache blanchâtre au pied de la petite table et en détacha quelques grains qu'il glissa dans une enveloppe de papier. Ensuite, il se rendit à l'endroit précis où l'air semblait le moins renouvelé, juste derrière une rangée haute. Je crois, Houghton, qu'une expérience simple s'impose, mais nous la réserverons pour un moment où nous serons seuls. Peu de temps après, un domestique vint annoncer que le docteur Halliday se trouvait dans la maison et que Lady Margaret consentait à nous recevoir brièvement. Nous regagnâmes le salon, où nous trouvâmes un homme d'une quarantaine d'années, à la moustache soignée et au regard préoccupé. Je suis heureux de vous rencontrer enfin, monsieur Holmes. J'ai souvent entendu parler de vos méthodes. Et je suis heureux de rencontrer un médecin qui a l'air d'accorder du poids aux faits, Dr. Halliday. Les faits, hélas, sont clairs. Il y a eu inhalation de gaz irritant, probablement issu d'un mélange imprudent. Sir Adrien a eu une chance inouïe de survivre. Son cœur en a été ébranlé. Nous échangeâmes quelques paroles techniques, car ma profession m'offrait un terrain commun avec le docteur. Je compris que les symptômes décrits correspondaient bien à une intoxication aiguë, avec convulsions, détresse respiratoire et grande fatigue ensuite. Docteur, avez-vous eu l'occasion de donner récemment des conseils à Lady Margaret au sujet de la désinfection ou du traitement des serres? Oui, en effet, répondit-il après un bref silence. Elle m'a interrogé sur certains procédés pour débarrasser les plantes des parasites sans recourir à des méthodes trop violentes. Je lui ai prêté quelques ouvrages de chimie domestique et de jardinage. Savez-vous si ces ouvrages lui ont été rendus? Je ne les ai pas encore revus, pour être honnête. Le regard de Holmes se fit plus aigu, mais il ne commenta pas davantage. On nous introduisit ensuite auprès de Lady Margaret. C'était une femme au teint très pâle, aux traits délicats, qu'un voile de fatigue recouvrait comme un linge fin posé sur une porcelaine trop fragile. Monsieur Holmes, je vous remercie d'être venu, bien que je ne sois pas sûr que l'on puisse réparer ce qui a été brisé dans cette maison. Je ne promets jamais plus que de chercher la vérité, madame, et parfois la vérité elle-même a plus de douceur qu'on ne le croit. La vérité, murmura-t-elle, nous en voyons tous ici les effets depuis des années, lorsque mon mari prononçait des sentences au tribunal. Il n'a jamais été homme ménager, ni les criminels ni ceux qui dépendent de lui. Ses mains fines tordaient d'un mouchoir de batiste, et sa voix avait ce timbre d'une personne longtemps contenue. On m'a dit que vous étiez sur le point de parler à ce Adrien dans la serre d'hier matin. C'est vrai, monsieur Holmes. Je voulais le supplier de reconsidérer certaines décisions qui me laissaient sans ressources en cas de sa mort. On m'a appris qu'il envisageait de modifier son testament pour favoriser des parents éloignés et pour diminuer considérablement la pension qu'il m'avait promise. J'avais pris mon courage à deux mains, mais lorsque je suis arrivé près de la serre, je n'ai pas pu avancer. J'ai senti tout à coup que mes forces me quittaient, je tremblais, je ne pouvais pas respirer. J'ai demandé à Violet de me laisser seule un instant. L'incident du chien de garde malade, survenu quelques semaines plus tôt, vous a-t-il beaucoup impressionné? Vous savez donc cela, monsieur Holmes. Le pauvre animal a été retrouvé haletant près de la serre. On a parlé d'engrais trop fort, mais je n'ai pu m'empêcher d'y voir un présage. Cette maison est devenue un lieu où la peur circule comme un courant sous les portes.
Holmes ne la pressa pas davantage, il se contenta de lui adresser quelques paroles de consolation et la laissa se retirer. Lorsque nous fûmes de nouveau seuls avec Lestrade, celui-ci ne put se retenir de manifester son scepticisme. Vous ne comptez tout de même pas suspecter Lady Margaret, monsieur Holmes. Elle n'aurait pas la force de porter un seau d'eau, encore moins de préparer un guet-apens chimique. Il existe des forces que l'on sous-estime souvent, Lestrade, ce sont celles que donne la peur. Mais je ne suspecte rien encore, j'observe. Le soir tombait sur Liécourt et une obscurité lourde enveloppait les arbres lorsqu'Holmes me proposa de retourner à la serre, cette fois sans autre témoin que moi. Lestrade, quoique grognon, consentit à nous laisser la clé pour 1 heure. À la lueur de 2 lampes, nous pénétrâmes de nouveau dans la chaleur humide de la serre. Nous allons, Wotton, reproduire autant que possible les conditions du matin du drame, mais sans nous exposer au même danger. Il m'expliqua qu'il avait identifié parmi les flacons de produits qui, séparément, n'étaient guère dangereux, mais qui, au contact l'un de l'autre, pouvaient dégager un gaz irritant plus lourd que l'air. Il avait également remarqué que certaines taches au bas du fauteuil correspondaient à des projections anciennes. Il m'est venu à l'esprit que l'on pourrait disposer ces substances de façon à ce qu'elles se combinent lentement sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, créant ainsi, au niveau du siège, une poche de gaz suffocant. Il versa une très petite quantité du mélange dans un récipient placé à côté du fauteuil et ouvrit davantage la petite fenêtre haute pour assurer un minimum de renouvellement d'air. Quelques minutes plus tard, je sentis une irritation dans la gorge et mes yeux commencèrent à piquer. Holmes surveillait justement la zone autour du fauteuil. Vous percevez la différence, Wotton? Je répondis que oui, en toussant légèrement, et il ferma aussitôt la porte avant d'aérer largement la serre. Lorsque l'air fut redevenu respirable, il se tourna vers moi. Vous voyez ainsi que l'on peut faire du fauteuil lui-même un instrument de mort, ou tout au moins un redoutable outil pour affaiblir un homme déjà malade. Il m'exposa alors comment les petites roues et les rails tressaient des déplacements récents, plus fréquents que ce qu'aurait exigé le simple confort de Sir Hadrian. Celui qui a conçu ce dispositif savait que Sir Hadrian vient s'asseoir ici à heure fixe et que personne n'oserait lui contester cette habitude. En plaçant le fauteuil plus près de ce massif, en ajustant la fenêtre et en préparant le mélange à l'avance, il suffisait d'attendre qu'il prenne place. Je lui demandai s'il croyait vraiment que le jardinier, passionné de plantes et peu versé en chimie, ait pu imaginer un tel procédé. C'est précisément ce que je trouve peu probable, mon cher Wotton. Felton a sans doute manipulé certains produits, mais l'idée d'une réaction lente nécessitant des lectures spécifiques me semble au-dessus de ses moyens tels qu'on me les a décrits. Il ajouta qu'il attachait une grande importance aux livres prêtés par le docteur Halliday à Lady Margaret et à l'incident du chien. Il est parfois plus révélateur d'observer sur qui un procédé a été essayé que de constater sur qui il a échoué. Le lendemain matin, Holmes demanda à voir le jardinier qui était détenu dans une petite pièce attenante au commun, sous surveillance d'un gendarme. On nous conduisit auprès de lui. C'était un homme robuste, au visage tanné par l'air libre, dont les yeux clairs tressaient davantage la stupeur que la haine. Je ne comprends toujours pas ce que je fais ici, messieurs, je n'ai jamais voulu tuer mon maître, bien que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. On vous accuse d'avoir empoisonné l'air de la serre, Felton, mais je vous demande seulement de me dire ce que vous avez fait, au matin du drame, autour du fauteuil de Sir Hadrian. J'ai déplacé le fauteuil comme d'habitude, monsieur, pour que la lumière ne l'éblouisse pas, puis j'ai remarqué qu'il respirait difficilement. J'ai voulu ouvrir la porte et le tirer un peu en arrière, mais j'ai entendu un bruit dans le couloir et je me suis effrayé. On dit tellement que les domestiques sont toujours les premiers suspects. Je suis sorti en hâte et j'ai croisé mademoiselle Reed du regard, mais je n'ai pas pensé qu'on croirait que je fuyais un crime. Avez-vous récemment fait usage de nouveaux produits dans la serre? C'est madame qui a demandé certains flacons au docteur, monsieur. Elle m'a dit qu'ils serviraient à soigner les plantes, et j'ai obéi. Je ne comprends rien à ces poudres. Je les mélange comme on me le dit. Holmes lui posa encore quelques questions sur les habitudes de Sir Hadrian, sur l'heure à laquelle il venait à la serre, sur le chien de garde qui était tombé malade. Il ressortit du tête-à-tête avec plus de certitude qu'il n'en avait encore montré. Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, je lui demandai franchement s'il croyait à l'innocence du jardinier.
Je ne puis encore l'affirmer devant un tribunal, Watson, mais je dirais qu'il y a bien peu de criminalité dans cet homme, et beaucoup de simple obéissance. Dans l'après-midi, Holmes sollicita un nouvel entretien avec Lady Margaret. Elle nous reçut dans un petit boudoir donnant sur le parc, où la lumière grise filtrait à travers de lourds rideaux. Lady Margaret, dit-il d'une voix très douce, j'ai maintenant une idée assez arrêtée de ce qui s'est passé dans la serre, mais je voudrais l'entendre de vos lèvres. Que voulez-vous dire, monsieur Holmes? Je veux dire que je sais que ce n'est pas le jardinier qui a imaginé la combinaison des produits chimiques, ni la position du fauteuil, ni le réglage des fenêtres. Ces choses-là supposent quelqu'un qui a lu certains ouvrages et qui a eu tout le loisir d'observer les habitudes de ce Adrien. Vous m'accusez donc moi? Je vous accuse d'avoir cherché à protéger votre vie en prenant des mesures que vous n'aviez pas le droit de prendre, madame. Je vous accuse d'avoir cru que vous pouviez juger un homme, fût-il votre mari, comme autrefois y juger les autres. À ces mots, elle pâlit encore davantage et porta la main à sa poitrine. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre des années sous la menace d'un homme qui n'a jamais entendu le mot pitié. Il a brisé la vie de tant de gens au tribunal, et ici même il faisait de chaque repas une nouvelle audience. Il me répétait que sans lui je n'étais rien, qu'il pourrait me chasser sans un sou, qu'il me laisserait dans une misère plus grande que celle que j'avais connue avant notre mariage. Quand j'ai appris qu'il voulait changer son testament pour m'abandonner, j'ai senti que je ne pouvais plus supporter cette menace. J'ai lu les livres du docteur, j'ai compris qu'il existait des moyens de rendre l'air d'une serre nocif, et j'ai pensé que si Sir Adrien se trouvait pris d'un malaise, il serait obligé d'écouter mes supplications. Je n'ai pas voulu le tuer, monsieur Holmes. Je voulais qu'il souffre assez pour renoncer à me détruire, mais je n'ai pas mesuré la gravité de ce que je faisais. Quand je l'ai vu affaissé dans le fauteuil, j'ai cru que c'était moi qui avais commis un meurtre, et je me suis senti mourir à mon tour. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, mais sa voix restait étrangement calme, comme si elle récitait enfin une vérité trop longtemps retenue. Vous comprenez que si je livrais à la police la totalité de ce que vous venez de me dire, vous seriez arrêté, jugé et probablement condamné. Peut-être le mérite, monsieur Holmes. Mais songez que les juges ne tiennent pas toujours compte des années de terreur qui précèdent un acte désespéré. Je ne suis pas une sainte, mais je ne suis pas non plus une criminelle de sang-froid. Je me surpris à éprouver envers elle un mélange de compassion et de malaise. Holmes la fixa longuement, puis se leva. Je vous demande une dernière chose, madame. Si je parviens à sauver le jardinier et à éviter un scandale public, me promettez-vous de veiller à ce que ce Adrien ne puisse plus jamais exercer sur vous le même pouvoir destructeur? Je vous le promets, monsieur Holmes, du moins autant que la loi me le permettra. Nous quittâmes la pièce, laissant Lady Margaret seule avec son mouchoir trempé de larmes. Dans le couloir, je ne pus m'empêcher de demander à Holmes ce qu'il comptait faire. Je lui rappelai qu'il avait entre les mains une confession presque complète d'une tentative de meurtre. Mon cher Watson, dit-il en baissant la voix, j'ai souvent servi la justice, mais la justice qui siège à Baker Street n'est pas toujours exactement la même que celle qui siège au tribunal. Ce Adrien a usé de la loi comme d'un fouet pendant toute sa vie, et il a façonné autour de lui un climat de peur qui a conduit sa femme au bord de la folie. Elle a franchi une limite, c'est vrai, mais elle l'a fait avec une main tremblante et non avec la froide assurance de ceux qu'il condamnait jadis. Si je la livre, Wotton, je livre aussi à la curiosité publique une misère intime qui n'apportera rien à la société. En revanche, je puis démontrer, grâce à la chimie, que le jardinier n'a pas conçu le procédé et qu'il a au contraire tenté de porter secours à son maître. Je lui fis remarquer que cela laisserait sans réponse la question de savoir qui avait préparé le mélange. Il arrive parfois que certaines réponses ne soient pas exigées lorsque d'autres suffisent à écarter une injustice manifeste. Lestrade souhait un dossier solide contre quelqu'un, que lui apporte, dans son fort intérieur, laquelle des deux théories l'emportera, pourvu que l'opinion soit rassurée. Je ne pus m'empêcher de songer aux conséquences possibles d'une telle décision, mais je connaissais trop bien le sens moral de mon ami pour douter qu'il avait longuement pesé. Le lendemain, dans la serre, Holmes invita Lestrade et le docteur Hallyday à assister à une expérience. Avec une précision presque magistrale, il reconstitua le mélange trouvé sur la table en expliquant les propriétés de chaque substance.
Voici l'estrade, un composé qui, utilisé imprudemment, peut produire exactement les symptômes que vous avez observés chez ce Adrien. Remarquez que ces deux flacons, pris séparément, ne présentent pas de danger sérieux pour un homme en bonne santé. Leur combinaison suppose une attention ou, à tout le moins, une ignorance coupable. Ce qui prouve, monsieur Holmes, que ce jardinier méritait bien d'être arrêté. Doucement, l'estrade, laissons parler les faits jusqu'au bout. Holmes fit alors glisser le fauteuil sur ses rails, montra les traces anciennes et récentes, la position inhabituelle par rapport au massif vénéneux, le réglage particulier de la petite fenêtre. Observez maintenant, je vous prie, la zone où le gaz a tendance à s'accumuler, juste à la hauteur de la tête d'un homme assis. Il alluma une petite pastille fumigène inoffensive pour visualiser le mouvement de l'air et nous vîmes la fumée se concentrer autour du siège. Parbleu, c'est très instructif, dit le docteur. Jamais je n'aurais imaginé un tel dispositif. Justement, docteur, ce dispositif suppose quelqu'un qui a lu certains ouvrages, qui a médité sur la manière de concentrer des vapeurs sans se trouver soi-même exposé. J'ose dire, l'estrade, que ce n'est pas l'œuvre d'un jardinier de village. Qu'il alors, selon vous? Je n'ai pas pour mission de vous fournir un coupable tout fait lorsqu'il n'est pas nécessaire, l'estrade. Il me suffit de démontrer que votre prisonnier n'est pas l'auteur de cette construction ingénieuse. Il rappela ensuite à l'inspecteur la position de mademoiselle Reed dans le couloir et la visibilité réduite à travers la vitre embuée. Vous voyez qu'elle a pu voir un homme se pencher sur le fauteuil sans être en mesure de l'identifier avec certitude. Vous voyez aussi que lorsqu'elle l'a aperçu quitter la serre précipitamment, il pouvait tout aussi bien avoir été alerté par le malaise de son maître que par la mauvaise conscience d'un criminel. Vous dites donc que je devrais le relâcher? Je dis que si vous le maintenez en détention, vous aurez bientôt contre vous l'avis concordant d'un spécialiste en médecine et d'un spécialiste en chimie, ce qui n'est pas la meilleure position pour un représentant de Scotland Yard. Lestrade se gratta le menton, visiblement contrarié. Soit je peux admettre qu'il n'est pas l'inventeur de ce piège, mais je n'aime pas quand une affaire ouverte se termine sur un point d'interrogation. La vie, l'estrade, en offre parfois plus que ne le souhaitent les hommes de loi. Finalement, l'inspecteur accepta de faire libérer Felton en invoquant un doute raisonnable sur sa culpabilité. Dans le même temps, un rapport fut adressé aux autorités indiquant que l'incident de la serre résultait d'une manipulation imprudente de produits chimiques à usage horticole. Sir Adrien, encore faible et peu désireux d'exposer sa maison à la curiosité des journaux, se montra satisfait de cette version qui le dispensait d'étaler ses querelles domestiques au grand jour. Quant à Lady Margaret, elle remercia Holmes d'un simple regard lorsqu'elle apprit que l'on ne parlerait plus de tentative de meurtre, mais elle s'enferma davantage dans une réserve mélancolique. Avant notre départ, nous eûmes un dernier entretien avec mademoiselle Reed dans le parc, près d'une allée où la pluie avait laissé des perles brillantes sur les feuilles. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour Felton, monsieur Holmes, et pour la maison tout entière. C'est vous, mademoiselle, qui nous avez conduits à la vérité en refusant d'admettre plus que ce que vos yeux avaient réellement vu. Il est rare que les témoins soient aussi scrupuleux, et c'est souvent là que naissent les erreurs judiciaires. Je me sens cependant coupable, car mon premier récit a suffi à faire arrêter un homme. Vous avez corrigé ce récit dès que le doute a pris forme en vous, et c'est ce qui compte. Nous prîmes congé de Licourt et regagnâmes Londres par le train du soir. Dans le compartiment, je regardais défiler la campagne assombrie, en proie à une impression étrange. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Lady Margaret, à la serre, au fauteuil de rotin qui demeurait désormais le témoin muet d'un drame moral plus que judiciaire. Je demandai à Holmes s'il ne craignait pas d'avoir, en quelque sorte, usurpé le rôle de juge. Le jour où je me prendrai pour un juge, Wotton, j'espère que vous aurez la bonté de me le rappeler. Dans cette affaire, je n'ai fait que détourner la course d'une injustice manifeste. La loi a suffisamment d'occasions de frapper lorsque cela est nécessaire, et elle peut s'abstenir une fois lorsqu'il ne s'agit que de satisfaire la curiosité des foules. Il ajouta que le temps, plus encore que la loi, saurait se charger de punir ou de consoler ceux qui avaient pris part à ce drame. Quelques années plus tard, j'appris la mort de Sir Adrien, survenue à la suite d'une longue maladie, et peu après celle de Lady Margaret, emportée par une affection du cœur. Une lettre de mademoiselle Reed, devenue gouvernante dans une autre maison,
me parvint un jour, m'indiquant que le vieux fauteuil de la serre avait été relégué dans un grenier, puis finalement brûlé avec un tas de meubles inutiles. Ainsi disparut le principal objet matériel de cette affaire, mais non le souvenir qu'elle laissa dans l'esprit de mon ami et dans le mien. Il m'a fallu de longues années avant de me décider à consigner ces faits, et ce n'est qu'au je dis oui que je me sens en droit de les partager avec vous. Car vous qui m'écoutez à présent, vous êtes en quelque sorte assis à votre tour dans ce fauteuil invisible où l'on vient entendre les histoires que j'ai vécues auprès de Sherlock Holmes. Je tiens donc à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi jusqu'au bout ce récit de l'affaire du fauteuil de la serre. Votre attention patiente est pour moi le plus précieux des encouragements et je vous en suis profondément reconnaissant. Si vous avez apprécié cette aventure inédite de Sherlock Holmes, je vous invite vivement à mettre un pouce en l'air pour signaler que ce récit vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer les prochaines affaires inédites que je serai amené à vous raconter. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette enquête et des choix parfois difficiles auxquels mon ami Holmes a été confronté. Si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir notre travail en effectuant un don grâce au code QR situé dans le coin inférieur droit de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien vers la page de soutien dans la description qui accompagne cette vidéo, juste sous le lecteur. Dans cette même description, un autre lien vous conduira vers des œuvres appartenant à une série tout à fait différente, qui explore d'autres aspects de l'univers de Sherlock Holmes et d'autres récits. Je vous laisse les découvrir par vous-même, sans vous en dire davantage ici. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidèle écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire inédite de Sherlock Holmes, en espérant vous retrouver nombreux pour la prochaine enquête. D'ici là, prenez soin de vous et que les brumes de Londres ne vous empêchent jamais de voir la lumière de la raison.